Bonjour Fabrice. Pourquoi la méditation est-elle une aide si précieuse en cette période de crise? Je crois qu'aujourd'hui, dans une situation de crise, la méditation est une aide extrêmement précieuse parce qu'elle nous aide à à travailler avec nos peurs, nos inquiétudes. Que la méditation, au fond, c'est peut-être une des aides les plus simples, les plus accessibles, les plus précieuses pour apprendre à travailler, à faire face à nos difficultés, pour pouvoir les transformer. Mais au fond, moi, ce qui me frappe, c'est on est surpris, parce qu'on a l'idée que la méditation, c'est un sorte de truc pour se faire du bien, quelque chose d'un peu abstrait au fond. Ou alors on pourrait dire, soit la méditation c'est quelque chose d'un peu abstrait, et donc on est déconcerté par la question. Enfin, par le fait que méditer, c'est d'abord et avant tout une manière d'avoir rapport à sa propre expérience, pour l'apaiser, pour la transformer, pour guérir ce qui doit être guéri. Voilà, c'est une manière d'entrer dans le réel. Et donc on a soit l'idée que c'est quelque chose d'un peu éthéré, d'un peu abstrait, avec ces images qu'on voit partout, de gens qui sont un peu zen, comme ça, ou comme j'ai souvent dans les magazines, on montre des jeunes filles à moitié dénudées au bord de la plage. C'est très, très éthéré, ça fait un peu rêver. On a du mal à voir que méditer, c'est pour chacun d'entre nous, face à tous les défis qu'on a tous les jours à relever. Des fois des défis très simples, puis des fois des défis plus difficiles. Ou alors, on a l'impression que la méditation, c'est quelque chose qui est réservé à une petite ère de notre vie. Donc, il y a l'ère, ou le domaine, ou l'espace où on s'occupe de choses extrêmement importantes, les relations sociales, le boulot, les défis de la vie quotidienne. Et puis, à côté de ça, il y aurait la méditation, comme une sorte de petit supplément d'âme, quelque chose d'un peu... Et ce qui manque dans ces deux approches, c'est non, méditer, c'est rentrer en rapport au réel. Et je crois que ça, c'est peut-être la force de la méditation, mais aussi, et j'en conviens tout à fait, c'est pas comme cela qu'aujourd'hui la méditation se transmet, particulièrement en France. Il se trouve qu'en France, pour des raisons qui m'échappent, on présente la méditation comme quelque chose pour être calme, pour être zen, pour faire le vide dans sa tête. Voilà. Et donc du coup, ça n'a aucun rapport aux angoisses, aux défis, aux inquiétudes que nous avons. Je crois que c'est ça qui me travaille peut-être dans la situation actuelle, dans la crise que nous vivons actuelle, c'est ça qui me frappe. Peut-être, moi je suis passé par plusieurs étapes de ma compréhension de la méditation. D'abord, un des grands enjeux m'a semblé comment sortir la méditation d'une posture un peu religieuse. Ça, c'était à peu près il y a 20 ans. Et essayer de faire que la méditation soit vraiment laïque, accessible à tous. Et puis après, il y a maintenant 6-7 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau défi qui se posait, c'était que la méditation, on la comprenait comme une sorte de technique de gestion du stress pour être plus performant, jusqu'à ce que mort s'en suive, que c'est un nouveau truc qu'on doit faire. Que les gens, dès que je disais méditer, je les voyais déjà se crisper pour essayer d'accomplir quelque chose de plus. Et là, c'est là que j'ai commencé à parler, d'essayer de comprendre la méditation de manière tout autre, comme le fait de se foutre la paix. Mais là, depuis quelque temps, je me dis, le nouveau défi que je vois apparaître pour que la méditation nous aide vraiment, mais aussi quel est le défi que nous avons, c'est comprendre comment travailler, comment faire face aux défis de la vie quotidienne. J'ai l'impression, au fond, peut-être que le défaut
de la situation actuelle, du discours actuel, c'est qu'on nous apprend un peu une forme d'impuissance. Il y a une sorte d'impuissance apprise. Il y a une impuissance apprise sociale, qu'on ne sait pas trop comment on pourrait faire face, et puis il y a un discours psychologisant qui nous apprend, il faudrait apprendre à s'écouter, écouter ce qu'on vit, alors que je crois que la plupart du temps, c'est pas soi qu'il faut écouter, c'est le réel. Il faut voir, faut apprendre à écouter davantage le réel. Et puis, cette idée de la méditation me semble le plus souvent complètement, enfin pas du tout aidant, puisque c'est pas parce que vous calmer et être zen, je vois pas en quoi ça va vous aider si vous avez peur d'être au chômage, si votre entreprise est au bord du gouffre, si votre enfant est malade, enfin par rapport à tous les défis du quotidien, je donne des grands défis, mais aussi des défis tout simples, comme pour tous les parents qui sont à l'heure où je parle, où les enfants ne vont pas à l'école et tous les parents qui doivent faire la classe toute la journée, il y a un côté, mais comment on fait face? Et je crois que la méditation, elle nous aide. Et justement, dans cette période si difficile, est-ce qu'il n'y a pas un danger à rentrer dans la difficulté? Je crois que c'est une très bonne question. C'est-à-dire, je crois que ça c'est vraiment important nous avons, pour des raisons, à nouveau, tout à fait compréhensibles, qui s'expliquent, la croyance que entrer en rapport à ce qui est difficile, voilà ce qu'il faut éviter. Et donc, c'est très intéressant, j'avais pas du tout pensé à ça, mais votre question permet de montrer pourquoi il y a cette mécompréhension radicale sur la méditation qui m'étonne. Parce qu'on a l'impression que ce qui va nous aider à aller mieux, c'est de nous fermer les oreilles, fermer les yeux, fermer notre cœur, pour essayer d'être, comme on dit, positif. Et donc on est enfermé par la positivité. Moi je pense qu'un des plus grands malheurs aujourd'hui, ce qui nous apprend ce que j'appelle l'impuissance apprise, c'est la positivité. Il faudrait être positif. C'est-à-dire l'idée que si je touche ce qui fait mal, je vais sombrer. Alors qu'en réalité, toucher ce qui fait mal, c'est trouver la force, l'énergie, des nouveaux possibles, des nouvelles solutions. C'est ça qui nous apprend à faire face. On ne peut pas faire face si on ne voit pas ce qui ne va pas. C'est-à-dire, si un marin veut prendre la mer, il regarde la météo. Regarder la météo et voir qu'il va pleuvoir, ou il y a une tempête, ça ne va pas le plomber, ça va lui permettre de pouvoir prendre une décision sur ce qu'il faut faire. Et donc, sentir ce qui nous arrive. Grâce à la méditation, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit, on rentre en rapport au présent, et on ose, dans cette disposition qu'est la pratique de la méditation, entrer de manière un peu plus honnête, un peu plus directe, un peu plus courageuse avec la réalité. Je faisais une formation à la méditation la semaine dernière, alors évidemment dans un tout petit groupe très restreint, et à la fin de la journée, c'est des gens qui n'avaient jamais pratiqué la méditation, quelqu'un m'a dit « Ah mais ça y est, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais imaginé que ça avait rapport à la méditation, c'est que la méditation, ça nous apprend le courage. » J'étais vraiment très content parce que je crois que la méditation, ça apprend le courage. Le courage d'être moins prisonnier de ce que pensent les autres de nous-mêmes, de l'image qu'on renvoie de nous-mêmes, le courage d'être moins prisonnier de nos peurs, le courage d'être moins pris par notre colère. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent, qu'on sent, qui nous bloquent, qui font que les choses se ferment. Et le fait d'approcher, waouh, quel soulagement! C'est vraiment, c'est ça. Ça, c'est vraiment, je crois, le point. Mais le point clé. Mais j'ai bien conscience que le problème, il vient de là. C'est-à-dire, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas rentré dans la pratique de la méditation, ça semble fou, ça semble même masochiste ou suicidaire. Pourquoi j'irais voir là où ça fait mal? Mais en réalité, dès qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est libérateur, que c'est juste complètement libérateur. Mais votre enfant va pas bien, vous sentez qu'il est un peu nerveux, ou même votre conjoint,
vous sentez que votre conjoint va pas bien, il rentre du boulot, prendre le temps de lui parler, d'essayer de comprendre ce qu'il a sur le cœur, ça l'apaise. Après, au début, peut-être c'est pas si évident, et puis dans une atmosphère de confiance et de douceur, de sécurité affective, votre conjoint peut vous dire, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça c'était très dur avec tel collègue ou telle chose, et le fait d'en parler déjà, on se sent mieux. La méditation, c'est ça, c'est créer un espace de sécurité, de confiance, de tendresse, qui permet, d'accord, je peux rencontrer ce qui me fait mal, et par là, je peux l'apaiser et passer à autre chose. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement libérateur. Donc c'est sûr que c'est ça le passage. Et au fond, pourquoi méditer ? Pour se rendre compte que rencontrer ce qui est difficile, loin de vous plomber, vous donne des ailes. Et je crois que ça, c'est très important. J'avais fait une formation à la méditation au début du confinement, et pour des soignants. Et il y a un médecin qui m'a écrit un message qui m'a beaucoup bouleversé. Elle m'a dit que ça avait été extrêmement important pour elle parce que elle s'était rendue compte en pratiquant à quel point elle avait peur. Elle avait tellement peur de ne pas être à la hauteur. Elle avait tellement peur de ne pas pouvoir suivre ses patients. Et le fait de rencontrer, de faire l'expérience à quel point elle a peur de ne pas être à la hauteur, ça l'avait libérée. C'est évident. C'est ça la pratique de la méditation. Parce qu'en fait, au fond, si elle ne se rend pas compte de sa peur, ça lui fait perdre ses moyens. Ça la crispe. Le fait de sentir, ah oui, d'accord. Mais nous avons vraiment cette idée, et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait réapprendre à neuf la méditation, mais on a cette idée que si on sent sa douleur, sa peur, sa frustration, on va s'enfoncer dedans. Et en réalité, oui, dans la vie de tous les jours, sentir sa colère, ça nous fait perdre nos moyens. Mais dans la méditation, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que la méditation, c'est si précieux. C'est qu'on entre en rapport à nos difficultés, mais pas du tout de la manière habituelle. C'est-à-dire dans un espace, avec une attention, avec une écoute, qui en change radicalement la relation. Ça, je dirais, c'est ça que je prenais l'exemple de votre conjoint se sent pas bien ou votre enfant, parce que l'attitude d'écoute, d'attention ouverte, sans jugement que vous allez avoir pour votre conjoint, au fond, c'est ça l'attitude qu'on développe dans la méditation. Donc, en ce sens, la méditation est une expérience que la plupart des gens ont vécue. Mais dans la méditation, on le cultive et on l'intègre à sa vie. Et vous voyez, la méditation, ça n'a rien à voir avec ce que les gens en racontent. Les gens ont l'impression, parce qu'ils vont marcher au bord de la mer, regarder la mer, les vagues, ou qu'ils vont se promener dans la nature, qu'ils voient des jolies fleurs, qu'ils sont déjà en train de pratiquer. Mais la pratique, ça n'a rien à voir avec ça. J'aime beaucoup ces moments d'apaisement où je marche dans la nature. Mais la méditation, c'est pas du tout ça. En tout cas, ça, c'est pas ça qui va m'aider dans ma vie de tous les jours profondément. Ce qui va m'aider dans ma vie de tous les jours, c'est voir comment je vais faire avec toutes les difficultés, les emmerdes, les peurs, les craintes que je peux avoir. Et ça, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, et ça m'a vraiment hanté. Comment rendre la méditation plus concrète ? Et je crois qu'il faut repenser la méditation pour la rendre plus concrète, parce que les gens souffrent aujourd'hui, et que je trouve qu'on ne s'adresse pas à la souffrance des gens. On leur vend au fond une sorte de tisane. La méditation est devenue une sorte de tisane. Mais c'est pas d'une tisane que les gens ont besoin. Enfin, c'est bien de prendre une tisane, mais par rapport à tous les défis de la vie, ça va pas suffire. On a besoin de quelque chose d'autre. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est ça qu'il nous faut repenser profondément. Et alors, dans cette période de crise, où les gens ont été très, très isolés, on peut se demander quel sens ça a d'avoir une pratique où on regarde justement son expérience. Est-ce que ça risque pas de nous isoler encore davantage ? Là aussi, c'est notre idée du lien à l'autre, comme notre idée de la méditation, qui sont les deux faces de la même pièce, me semble très étriquée, parce qu'au fond,
méditer, c'est entrer en rapport plus pleinement à ce qu'on vit, à l'autre, à la vie. Enfin, ça pourrait. Ce qui est compliqué pour répondre à la question, c'est que méditation, ça veut rien dire au fond. Il y a méditation et méditation. C'est comme... aujourd'hui, on a l'impression que la méditation, c'est unilatéral, c'est un truc. Mais méditation, c'est comme si vous dites... c'est comme si on dit musique. La musique, il y a plein de formes de musique différentes. Non, c'est pas bon. C'est pas une bonne... c'est pas une si bonne comparaison, parce que je sais pas s'il y a des musiques qui sont négatives, il y a des musiques qui font du mal. Mais peut-être ça serait comme... peut-être le cinéma, on pourrait dire ça. Ça serait peut-être mieux. C'est comme si je compare au cinéma. Il y a des films qui peuvent être des films de propagande nazie. Il y a des films qui peuvent ouvrir à la plus grande poésie. Il y a des films qui peuvent permettre de dénoncer des injustices frappantes et changer l'opinion des gens. Donc en soi, le cinéma, ça dépend ce qu'on en fait. La méditation, il y a des approches de méditation qui sont catastrophiques. Il y a des gens que je connais qui pratiquent la méditation, j'ai vraiment envie de leur dire du fond du cœur, arrêtez de méditer, allez vous confronter au monde, allez vous confronter au réel. Là, la méditation, c'est juste un alibi pour vous protéger du réel. Et puis, il y a des approches de méditation que j'essaye de développer, qui au contraire nous font retrousser nos manches et essayer d'entrer davantage dans le réel. Donc, je crois que ça, c'est la question importante. Ça dépend quelle forme de méditation. La méditation qui m'importe, celle où on se fout d'abord la paix, et à partir de là, on prend son courage à deux mains pour rencontrer ce qui est difficile avec honnêteté, avec intégrité, avec douceur. On fait la paix avec ça. On voit comment on est prisonnier de certaines croyances de manière non consciente et que développer de la présence permet d'être plus relié à ce qui nous entrave. On trouve par là des sources de vie en nous, des forces en nous qu'on ne soupçonnait pas. Cette approche de la méditation, elle ne nous coupe pas du tout du monde. Je dirais même c'est l'inverse. On se sent davantage en relation. On peut être en relation avec les gens et ne vivre aucune relation réelle, et on peut... ce qui fait la vérité de la relation à l'autre, c'est une certaine quand même qualité d'écoute, d'être hors de soi-même, au fond. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'on est d'autant plus en rapport aux autres, au monde, au réel, qu'on est hors de soi-même. Qu'on est vraiment... qu'on est... comme lorsqu'on est dans une conversation, vous voyez, je suis pris par l'écoute de ce qui fait question pour vous, de ce qui fait question aujourd'hui. Donc, bien sûr, on doit chercher à être vrai avec ce qu'on sent, mais d'abord dans l'écoute, dans le fait d'être hors de soi, d'être vraiment à l'écoute, ouvert. Et c'est sûr que la méditation, c'est ça que je parlais de l'exemple du cinéma, il y a des films de propagande, et puis il y a des films qui ouvrent le cœur des gens. Et il y a aussi toute une forme de méditation aujourd'hui qui me semble extrêmement dangereuse, qui enferme les gens sur leur propre nombril, où les gens sont « Ah oui, je sens ce que je sens », alors que je crois que méditer, c'est complètement « Ah oui, c'est ça qui se passe, ah oui ». Et même si je sens là que j'ai peur, ma peur est en rapport au réel, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est creuser, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord ça, la question de la méditation. Qu'est-ce qui se passe là maintenant, pour moi? Et là, ça vous êtes pas du tout enfermé en vous-même. Vous êtes dans une profonde relation. Mais il y a dans ce processus de la méditation, vous sortez de votre bulle. Et c'est ça qui fait un bien fou. Au fond, dans sa bulle, on n'est pas du tout content. On nous vend tout le temps rentrer dans votre bulle et puis vous protégerez du réel, mais dans sa bulle, c'est insoutenable, on étouffe.
on a besoin de rencontrer les autres, on a besoin d'ouvrir les fenêtres, de faire circuler l'air. Sinon, on étouffe. Et je crois que c'est ça la méditation, c'est cette dimension-là. Donc on voit, il y a plusieurs dimensions de cette méditation concrète. On n'a pas peur de rencontrer ces difficultés, parce qu'on sent qu'en les rencontrant, loin d'être englouti par elles, on va trouver de la force, on va pouvoir les dépasser. On regarde nos difficultés, nos peurs, en regardant un peu toutes les croyances qu'on a dessus, qu'on ne voit pas, et qui nous emprisonnent, parce que justement, on est comme absent à ce qui nous détermine. Et puis, on trouve quelque chose de bon, quelque chose de fort, quelque chose de plus solide. Si je prends l'exemple, votre conjoint revient et il n'est pas bien, et puis vous créez une atmosphère. Déjà, vous l'autorisez à sentir que le fait qu'il se sente pas bien, c'est pas un problème, que c'est ça qui lui arrive. Donc vous créez déjà, ça c'est une étape de la méditation. Il n'y a aucun problème. Tu ne te sens pas bien. Vous créez dans la relation d'attention et d'amour de la place. Et puis, peut-être en exprimant sa peur ou sa contrariété, il va voir qu'elle est moins solide qu'il ne le croyait. Ça, c'est la deuxième étape dont j'ai parlé. Voir toutes les croyances que nous avons, ou les convictions que nous avons qu'on n'a jamais interrogées. Et puis après, il va voir, oui, c'est moins grave que je pensais, ou je peux le regarder un peu autrement. Et puis après, sans qu'il se soit passé grand-chose, il va se relier par la relation que vous avez avec lui, avec ses propres ressources, avec sa propre force, avec ses propres capacités. Et la situation se réouvre. Et je crois que ça, c'est 3 étapes qui jouent un rôle majeur de la pratique et qu'il nous faudrait retrouver. Mais ça demande de vraiment repenser à neuf la pratique de la méditation. Donc, si je comprends bien, on travaille dans la méditation sur la disposition qu'on a par rapport à nous, par rapport aux autres et par rapport au monde. Et cette disposition, elle permet de réouvrir les possibles. Et la question que je me pose, au fond, c'est comment ça œuvre. Est-ce que c'est un ensemble de trucs et astuces? Est-ce qu'on réfléchit à ces problèmes? Comment ça marche? Je dirais plutôt que disposition, c'est écoute. Il y a un pouvoir de l'écoute. Juste en écoutant ce qui nous arrive, en écoutant notre peine, en écoutant... Il y a des difficultés qu'on va tous rencontrer avec la crise. Comment on les voit le plus clairement possible? Comment on ne se laisse pas prisonnier par une sorte d'émotionnalité qui nous rend fous? Voilà, ça c'est une chose. Et comment ça marche? Là, la merveille de la méditation, c'est en le faisant que ça marche. C'est-à-dire, vous n'avez pas à faire quelque chose. En plus, c'est le fait de vous confier à cette attitude, où vous vous asseyez dans votre expérience, que vous faites l'effort dans la pratique d'écouter ce qui vous arrive, dans cette attitude que j'ai essayé de décrire, qui est un mélange d'attention, de curiosité, de justesse, de tendresse, tout qu'on développe. Donc dans la pratique, vous apprenez ça. Vous apprenez cette douceur, vous apprenez... Et ça prend, évidemment, ça prend du temps, ça demande d'être formé. Mais en apprenant cette attitude-là, qui est très précise, qu'on peut apprendre, ça, on apprend. Je crois vraiment que la méditation, on apprend à développer une attitude par rapport à nos difficultés qui les transforme. Et c'est pas je fais quelque chose pour transformer la difficulté, mais je développe l'attitude la plus juste, la plus fine, qui va aider à transformer la situation. C'est la même chose que toute personne qui est dans une relation d'aide, il n'apprend pas des trucs pour que la douleur de la personne, la crise, l'angoisse, dans différentes situations, se transforme, mais il apprend dans sa manière d'être, dans son écoute, par tout un ensemble de choses, à permettre que la situation ne se fige pas. Et dans la méditation, c'est ça que vous apprenez.
comment la relation à ce qui fait problème, au lieu de se crisper, elle se réouvre. Et c'est vraiment... Après, il y a un côté, oui, presque magique de la pratique. On comprend comment ça fonctionne, mais quand on le fait, c'est magique. Comme moi, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à nager. Je me souviens, je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans, j'ai pris des cours pendant plusieurs semaines, j'y arrivais pas. Puis un moment, on nage, et on ne sait pas comment on a fait, c'est magique. Et dans la méditation, c'est comme ça. Il y a un moment, il y a quelque chose qui est magique, qui fait que on comprend le rapport qu'on peut développer. Et après, c'est plus simple. Même si la limite d'une image est toujours une image, en même temps, dans la vie, on ne cesse de réapprendre à mieux nager. Et c'est comme si on oubliait un peu de nager, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la nage, mais avec la méditation. Cette attitude est tellement contraire à nos habitudes, puisqu'on a l'habitude de fuir nos problèmes parce qu'on croit que c'est en les fuyant que ça va aller mieux. On a tellement l'habitude d'être dur avec nous-mêmes qu'on a beaucoup de mal à comprendre en quoi développer cette tendresse envers nous-mêmes va aider. On a tellement l'habitude d'être un peu brusque que la douceur, on a beaucoup de mal, que la curiosité, on ne sait pas trop. Donc, cette sorte de tous ces ingrédients qu'on met ensemble, ça prend un peu de temps à les apprendre et donc on a à les réapprendre parce que c'est déjà des éléments de transformation profonde. Je crois que c'est ça qui fait la force de la pratique. Et après, au fur et à mesure on l'intègre dans sa vie, on l'intègre en soi, et c'est pas tant après le moment, c'est important de méditer régulièrement, mais c'est pas tant j'ai pratiqué bien, là je suis très content de ce que j'ai pratiqué entre telle heure et telle heure, mais ça infiltre votre vie. Vous regardez plus les problèmes de la même manière. Ça fait que la relation aux choses, à mon sens, sont beaucoup plus adultes. Moi, j'ai l'impression que je parlais d'impuissance apprise aujourd'hui, et je pense que la méditation nous apprend à sortir de cette impuissance apprise. Mais on pourrait dire aussi que la méditation, c'est apprendre à être adulte, et être adulte, c'est savoir que il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des emmerdes, et on pleure pas à chaque fois qu'on se fait mal. On essaye de voir comment on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la situation, comment on peut développer plus de souplesse, de flexibilité, etc. Et je crois que c'est ça, dans une époque de crise et de difficulté, la méditation, ça apprend ça. Ça apprend à être plus libre, ça apprend à être plus souple, ça apprend à être plus ingénieux. Et de ce point de vue-là, vous voyez, c'est tellement concret. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cette autre approche aujourd'hui, et ça pourrait tout changer. Arrêtons d'apprendre la méditation à nos enfants pour les rendre calmes et attentifs, apprenons la méditation à nos enfants pour développer leur créativité, leur liberté, leur souplesse, leur inventivité. Arrêtons d'enseigner la méditation pour que les gens gèrent leur stress pour être plus performants jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais aidons-les, grâce à la méditation, à pouvoir faire face à leurs difficultés, à pouvoir dire non quand il faut dire non, à pouvoir s'engager dans leur vie, dans le monde, dans le réel, là où c'est important, en pouvant avoir la force intérieure, de pas renoncer, de pas baisser les bras. Et ça, je crois que c'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup, Fabrice Midal.